commence déjà et puis après on va voir ce que ça va donner. Là c'est bon, j'ai toutes les lumières, ça là. Magnifique. Vendredi, il vient un boxeur. Ah ouais? Ouais. Non. Ouais, il a déjà fait de même combat pour la Suisse. Et puis là, il va faire encore un combat, mais vraiment professionnel. Ok. Pourquoi tu as mis le drapeau français sous mon nom? Parce que là, on va parler français. Ah, c'est pour la langue. Non, c'est par rapport à la langue. Ok. Je pense que c'est mes drapeaux suisses. Ouais, c'est Il y a- toutes les langues. On parle beaucoup de langues, Ouais. mais c'est pas par rapport. Mais c'est souvent des Brésiliens que tu interviews. Ouais, Ok. que de Brésiliens. Toi, le premier Suisse. Ah bon? Voilà. Ça commence bien. Alors, Bon. on va commencer, puis on va voir ce que ça donne. Ok. Si jamais c'est Donc, la je te regarde caméra... là ou je te regarde toi? Tu regardes moi, tu peux regarder là. S'il y a D'accord. des choses concrètes que tu veux parler, tu regardes là-bas et puis Ouais. tu dis. D'accord. Ça, c'est le public, ça, c'est toi. Voilà. D'accord. Attends, bonjour tout le monde. Je suis ici avec Philippe Cardis. Et puis, on va parler un peu de L'immobilier. Tu dois parler Immobilier. d'immobilier. Ok. Je vais dire, Mais voilà. Tu voulais faire un lien entre Dieu et l'immobilier? Voilà. Ouais. Après, Ouais. Ok. dans le thème, on parle un peu avec D'accord. ça. Ça marche. Comme ça ça, marche, ça marche. on va voir. Coucou tout le monde. Et voilà, la première fois, on n'oublie jamais. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je fais mon podcast en français avec quelqu'un presque célèbre dans le monde de l'immobilier. Désolée par rapport à mon français, il n'est pas top, mais j'espère que vous allez tous comprendre. Et j'ai l'honneur d'accueillir ici avec nous Philippe Cardis. Merci beaucoup, Mary. Je suis très flatté, bien. très Voilà. flatté de participer à ce podcast en français. Se você quer, podemos conversar português. Ah, Mas não, 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 você mesmo- para mim é mais fácil francês. Hein? Ouais, Tá bom? Tá bom. pour moi, c'est plus Ok. facile portugais, mais on va essayer Ok. en français. Vas-y en français, d'accord. En c'est bon. français. Je vais juste savoir pourquoi il est un peu comme ça, non? Plus près. Ouais, Ok. plus près, mais là, D'accord. ça va. Philippe, qui est Philippe? Je sais que c'est pas une question super facile, mais pour toi, qui est Philippe? Bon, ben, peut-être je me présente. Donc, je m'appelle Voilà. Philippe Cardis, j'ai 66 ans, je suis semi-retraité, je suis le père de 2 filles, Valentine Ouais. et Margot, qui ont 33 et 31 ans. Et ma femme est brésilienne. Ouais. Elle s'appelle Emilani, et plus connue ici en Suisse sous le nom de Milena. Milena, ouais. Voilà. Et on est mariés depuis maintenant plus de 12 ans. Wow. Et en fait, aujourd'hui, on partage notre vie, enfin on vit principalement au Brésil, dans le nord du Brésil, à Lagoinha, un très joli village de pêcheurs qui est près de Fortaleza. Et moi, je reviens de temps en autre en Suisse, enfin on fait de temps en autre des voyages en Suisse, parce que moi j'ai encore la famille, mes filles, ma mère, mes frères et sœurs. Et j'ai une entreprise qui s'appelle Cardis Sotheby, qui est spécialisée dans l'immobilier et qui a des agences un peu partout en Suisse romande. Wow. Voilà. Super. Mais l'agence immobilier, c'est toi qui a fondé ou bien c'est déjà de ton... Non, en fait, c'est un parcours un peu atypique. Moi, quand j'ai fini mes études, j'ai cherché un peu ma voie. Tu as fait des Et études de quoi? J'ai fait donc HEC, c'est une business school, enfin une étude d'administration Ok. à l'université de Lausanne. En sortant, comme mon grand-père était banquier, il m'a dit viens à la banque. J'ai fait une année et j'ai détesté. Et je me suis dit dans le chien, si la vie professionnelle ça va être ça, j'ai pas envie. Et après, en fait, rapidement, quand j'étais plus jeune, j'étais un fou de voile, quoi, passionné de voile. J'ai fait le tour du monde à la voile. Wow. J'ai été champion d'Europe de voile. Je faisais des courses dans tous les sens et je pensais qu'à faire du bateau. Et du coup, pendant quelques années, j'étais constructeur de mâts de bateaux à voile. Wow. Alors, c'était rien à voir avec les études que j'ai faites. C'était un travail Mhm. très manuel. Et puis, après quelques années, en fait, avec un ami, on a inventé le premier mât en fibre de carbone. Et je suis tombé sur un client qui m'a acheté un mât et il m'a demandé de barrer son bateau, comme j'étais un bon barreur. Et le gars était constructeur immobilier. Et un jour, il m'a dit, il m'appelait Fiston à l'époque,
Il m'a dit, fiston, t'as pas fait HEC, toi? J'ai dit oui. J'ai dit, tu veux pas faire de l'immobilier? J'ai dit, ouais, mais je sais pas ce que c'est, quoi. Et en fait, il m'a engagé pour... il construisait des chalets, des appartements à Villars-sur-Olon. Et il m'a engagé pour ouvrir une agence immobilière qui vende ses produits. OK. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé directeur de moi, parce que j'étais tout seul. Et je me suis mis dans l'immobilier, donc par pur hasard. OK, mais à ce moment-là, ça donnait déjà l'argent parce que si tu commences toute seule comme Non, ça... moi j'étais employé, donc comme chargé de vendre des appartements. OK. Alors on a monté une société, et comme en fait à Villars, il y avait beaucoup d'anglais, je me suis dit, bah, allons à Londres. Alors j'ai débarqué à Londres, et j'ai trouvé un gars super, un avocat, et on a développé un business les deux, où il m'envoyait les clients, puis moi je lui vendais les appartements. Et c'est comme ça que je suis entré dans l'immobilier, et j'ai fait ça de 85 à 92. Puis on a développé la plus grosse agence immobilière de Villars. On était une quinzaine de personnes, de courtiers. Et on faisait à la fois la construction, donc j'ai appris ce que c'était que les investissements et la promotion, et puis à la fois la vente. C'était quoi ton point fort pour vendre des appartements? Ben, en fait, la clé pour vendre des appartements, c'est plus un métier de négociateur que de vendeur. Parce qu'en fait, un appartement, si on réfléchit, pour l'être humain, c'est souvent l'investissement le plus cher qu'il fera de sa vie. Bon, je ne parle pas des ultra-millionnaires qui s'achètent plein de trucs. Mais j'entends, c'est pour le commun des mortels, c'est cher un appartement. Ouais. Très souvent, ça s'achète avec un financement bancaire. Donc, il y a plein d'étapes que le client doit passer pour qu'il décide de signer l'achat de l'appartement. Et je crois que la clé d'un bon courtier, c'est beaucoup l'écoute. Il faut arriver à comprendre vraiment ce que veut le client. On n'arrive pas à enfiler un appartement à quelqu'un si ce n'est pas ce qu'il veut, ou si c'est trop cher pour lui, ou si ce n'est pas vraiment ce que veut la famille, on ne va pas faire la vente. Donc il faut arriver à beaucoup, je pense qu'il faut peu parler, il faut beaucoup écouter, et puis il faut comprendre quelle est la demande du client. Puis si on a compris combien il a là-dessous, qu'est-ce qu'il veut exactement, puis qu'on a l'objet qui correspond, ben la vente, elle se fait toute seule. Wow. Voilà. Moi, je ne pouvais pas travailler comme ça. Non. Moi, j'aime parler, tu vois. Non, mais là je pense que c'est un métier, il faut plus écouter que parler, quoi. Okay. Donc c'est pour ça que je dis toujours, c'est pas... Parce que maintenant, ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier, donc j'en ai vu défiler des courtiers. Et c'est un métier, il faut plus écouter que parler. C'est très important, quoi. Donc, en fait, après, j'ai fait ça à Villars, et en 92, mais tu étais beaucoup trop petite pour t'en rappeler. Mais pas trop. En fait, il y a eu une très grosse crise immobilière en Suisse. Il y a eu plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'à l'époque, l'immobilier s'est emballé. Et puis en fait, tout le monde vendait, revendait, puis les prix explosaient. Et la Confédération a voté ce qu'on appelait des arrêtés fédéraux urgents. Donc du jour au lendemain, on ne pouvait plus revendre ce qu'on avait acheté. Donc c'était comme le jeu de l'avion qui s'arrêtait. Et à l'époque, les crédits hypothécaires, donc peut-être pour ton public, ce qu'il faut expliquer, c'est que d'un achat immobilier en général, il y a 80% de l'achat qui est financé par une banque. Ouais. Et en fait, quand on est propriétaire, c'est à soi. Mais en fait, on paye un loyer à la banque qui sont les intérêts et l'amortissement de la dette. Et à l'époque, ça n'existait pas il n'y avait pas de taux bloqué. Donc en fait, on avait un taux qui pouvait fluctuer en fonction du marché. Et en 92, il y a une grosse crise immobilière. Et le taux est passé en un mois pratiquement de 4% à presque 8%. Wow. Ça veut dire en clair que tous les gens qui avaient acheté doublaient le loyer. L'immobilier, presque d'un jour à l'autre, a pratiquement doublé de prix, vu qu'on emprunte. Donc en fait, tout s'est arrêté. Il y a eu énormément de faillites. Et malheureusement, le groupe avec lequel je travaillais à Villars a fait partie des gens en faillite. Donc voilà, au début de ma carrière, j'ai fait faillite. Bon, c'était malheureusement ce moment-là, mais après, c'était bien aussi. Oui, l'avantage, c'est que j'ai appris plein de trucs. Ouais. J'ai appris ce qu'il ne fallait pas faire. Et puis après ça, en fait, j'ai travaillé pour le compte d'une grosse agence immobilière à Lausanne qui s'appelle Doram.
Et en fait, Yvan de Ram est mon cousin, parce que ma mère s'appelle aussi de Ram. Et puis, j'ai été engagé, mais comme employé toujours, pour développer les promotions immobilières. Puis en fait, la promotion immobilière, il s'agit d'acheter des terrains, faire un projet, le construire et le vendre. Donc moi, j'étais très bon dans ce domaine-là. Et j'ai développé ça pour le compte de Ram, mon cousin. Et en fait, bah là, il y a toute une histoire qui s'est créée. Et on a rapidement eu énormément de succès. Et à l'époque, c'était le début d'Internet. Donc, à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur. On ne travaillait pas avec les ordinateurs. C'était en 92. On faisait tout à la main. Et puis, Internet est sorti. Et je m'étais dit, mais dans le fond, le métier du courtier à l'époque, moi, je savais qu'un tel voulait vendre, je savais qu'un autre voulait acheter, je les mettais ensemble, je prenais une commission. Donc, en fait, le métier de courtage, c'était surtout connaître les gens qui achètent, connaître les gens qui vendent. Puis, je me suis dit, mais en fait, avec Internet, bah, tout le monde va tout savoir. Donc, on ne sert à rien. Je dis, mince, donc le métier, il va disparaître. Puis après, en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, non. Le métier, il va sûrement évoluer, il ne va pas disparaître. Puis j'ai imaginé un truc, je me suis dit, si dans un monde absolu et merveilleux, tout ce qui était à vendre en Suisse, c'était chez moi. Puis que je rencontre un client, puis je comprends ce qu'il veut acheter. Ben, ou bien ce qu'il veut acheter, ça n'existe pas, ou bien je vais le chercher, hop, je sors et je vends. Donc je vais multiplier mes ventes. Et fort de cette idée, on s'est associé à l'époque avec Publi Group, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une régie d'annonces, donc qui régissait les annonces immobilières des journaux, et Edipresse, qui n'existe plus non plus, qui détenait les gros journaux de Suisse, qui étaient Le Matin, le 24 heures notamment. Et puis, on a monté une société, puis on a créé le premier programme de vente immobilière du monde qui travaillait en réseau. Wow. Et l'idée, je m'étais dit, toutes les agences immobilières vont utiliser ce programme. Chaque agence mettra sur une plateforme commune les objets qu'il a à vendre. Et puis, donc on va codifier les objets pour que ça soit possible de les mettre sur un système informatique. Et après, en fait, chaque agence va travailler avec ses propres clients. Et si moi j'ai un client, je vais codifier sa demande. Je ne sais pas, il cherche un 4 pièces appui, par exemple. Et on avait organisé un système pour que toutes les nuits, les demandes des nouveaux clients soient matchées avec tous les objets de toutes les agences. Et le matin, en fait, on avait la liste des objets qui correspondaient aux clients. Et si c'était un objet à vendre qui était chez nous, on vendait. Puis si c'était un objet à vendre à la concurrence, on vendait pour partager la commission. Wow. Donc, aujourd'hui, en fait, on ne travaille plus que comme ça. Et à l'époque, les courtiers travaillaient de manière très fermée. Chacun gardait ses dossiers, protégeait, cachait. En fait, moi, je dis non, on va ouvrir. C'est toi qui as eu cette idée. Ouais. Et en fait, cette idée, c'était le début de tous les systèmes qu'on voit aujourd'hui. C'était le premier réseau immobilier du monde qui était en Suisse. Et en fait, ça nous a permis, chez de Ram, de très facilement développer des agences. Parce que pour développer une agence, il fallait un bureau, un ordinateur et puis une liaison Internet. Vu que tout était centralisé, informatisé. Aujourd'hui, ça paraissait évident, mais à l'époque, il n'y avait pas. Ouais. Donc, de fil en aiguille, je dirais qu'on a beaucoup, beaucoup développé l'activité de vente. Énormément développé. Et on a commencé à ouvrir des agences un peu partout en Suisse romande. Et ça marchait super bien parce qu'on avait un système informatisé qui fonctionnait bien. Et puis, on a commencé à se développer autour du lac. On a ouvert à Vevey, on a ouvert à Montreux, à Nyon, on a ouvert après à Genève. Et on a eu beaucoup, beaucoup de succès. Wow. Et un autre élément qui a permis de nous développer très fortement, moi par hasard, j'ai rencontré une personne qui représentait la marque Sotheby.
Donc Sotheby, c'est une marque de luxe internationale qui à la base qui était américaine, spécialisée dans les ventes aux enchères. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais en fait, tous les œuvres d'art, les trucs importants, ça se vend aux enchères pour obtenir le meilleur prix. Et Sotheby, en fait, il y a deux sociétés très connues, Sotheby et Christie's, qui sont les deux principales sociétés au monde qui font ça dans le monde entier. Et ils se sont dit, on va essayer de développer un réseau aussi pour vendre de l'immobilier. Et puis moi, j'ai pris cette marque, parce que je me suis dit, ça doit être bien pour le luxe, parce que ça donne une connotation haut de gamme. Et en fait, en 2003, des Américains ont racheté la marque Sotheby, International Realty, le côté immobilier. Pour 50 ans, en fait, on louait la marque. Et puis moi, j'ai pris une licence pour pouvoir disposer de cette marque pour 30 ans. Donc c'était en 2003, donc on a la licence jusqu'en 2033. Et en fait, c'est une franchise un peu, c'est comme McDonald's, mais c'est dans l'immobilier, puis c'est dans le haut de gamme. Et à l'époque, je m'étais dit, avec en fait le monde de l'Internet, on entre dans un monde où de plus en plus les gens font par eux-mêmes. Et on le voit aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde a ses applications sur le téléphone. Quand on ne sait pas, on demande à Google, quoi. Mais c'est dans toutes les couches de la population, que ce soit quelqu'un de très fortuné ou bien quelqu'un de tout simple, on est tous sur Google. Exactement. Et aujourd'hui, on voit, en fait, on vit un peu dans un monde de clics, quoi. On fait un choix, et puis Google nous donne un certain nombre de choix, puis on va cliquer sur ce qui nous parle. Et en fait, cette marque Sotheby a une très très bonne réputation. Et très souvent, les gens qui ne connaissent pas, s'ils voient apparaître plusieurs agences immobilières, s'ils font une recherche d'appartement, quand ils voient Sotheby, ils cliquent sur Sotheby. Donc ça, c'était une super décision aussi. Ok, super. Donc voilà, quoi, tous ces éléments m'ont permis de développer, alors avec mon cousin, une très grosse agence qui s'appelait Durham Sotheby. Ok. Mais il s'appelle plus Cardis, ou bien... Alors j'y viens. Ah, ok. Je suis désolé, c'est un peu long, mais bon, c'est ma vie, quoi. C'est ma vie, hein, c'est ma vie. Bon, donc en fait, ce qu'on faisait, c'est que parallèlement, j'ai beaucoup développé les ventes, on a développé plusieurs agences, et en parallèle, on faisait aussi de la construction, on achetait des terrains, on les développait, puis on les vendait par l'agence. Donc ces deux choses sont montées en parallèle. Et puis... Durham, c'était principalement une gérance immobilière. Donc, la différence, une gérance immobilière s'occupe de la gestion des immeubles loués. Donc, un propriétaire qui a un immeuble avec des locataires, il donne une gérance qui s'occupe de trouver le locataire, d'entretenir l'immeuble, de s'occuper de la maintenance courante de l'immeuble, et puis les payer avec un pourcentage des locations qui touchent. Ça, c'est... La plupart des sociétés immobilières en Suisse, en fait, sont des gérances. Okay. Parce qu'en Suisse, ce qu'il faut savoir, maintenant ça change un petit peu, ouais. mais que presque 70% des gens sont locataires. Ce qui est assez unique. Dans la plupart des pays au monde, même au Brésil, il y a plus de propriétaires que locataires. Mais ici, c'est trop cher une maison. C'est presque... Non, c'est pas trop cher. Si, je pense que les gens travaillent les gens travaillent... C'est là où on se trompe. En fait, c'est pas trop cher, mais c'est pas dans l'esprit suisse. L'esprit suisse, c'est un esprit de locataire. Si on prend par exemple les Anglais, c'est des propriétaires. Ça leur vient pas l'idée de louer. Et au final, la différence entre acheter et louer, c'est clair que pour acheter, il faut un petit peu de fonds propres. Enfin, 20%. 20%, 10%, parce qu'aujourd'hui, un propriétaire qui achète peut utiliser sa LPP. Donc tout le monde a une LPP. Ouais. Donc on peut descendre à 10%. Puis en fait, après le loyer, en fait, c'est les intérêts, l'amortissement qu'on paye à la banque. Voilà. D'accord? En fait, les intérêts, parce que l'amortissement, c'est comme de l'épargne, c'est à soi. Ouais. Et si tu regardes toutes ces dernières années, on a eu des taux en Suisse, tu peux emprunter à 1% par année. Donc, le calcul fait que souvent acheter, c'est moins cher que louer. Et les gens ne le savent pas. Oui, je sais, parce qu'une fois, j'étais en train de regarder pour acheter un appartement, mais elle va être jamais à moi, parce que je ne vais jamais arriver à payer à la banque. C'est là où tu te trompes, parce qu'en fait,
dans le loyer qu'on paye à la banque, il y a toujours un petit bout d'amortissement. Alors, ça va mettre beaucoup de temps. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'immobilier prend de la valeur. Chaque année, c'est historique. Ça se valorise. L'emprunt, il va chaque année un petit peu diminuer. Donc, en fait, il y a les deux effets. C'est qu'au bout de, par exemple, 10 ans, si tu amortis 1%, tu auras amorti 10% de ta dette. Donc, tu seras en théorie plus qu'à 70%. Mais par contre, si ton appartement il a pris 10% de valeur, en fait, tu seras plus qu'à 60% du prix de l'appartement. Tu comprends? Oui. Mais même comme ça, c'est cher. Non, non, parce que la composante, en fait, de l'amortissement et de l'intérêt, pendant plusieurs années, quand c'était, maintenant c'est un petit peu augmenté, mais quand c'était 1%, ben en fait, c'était moins cher d'être propriétaire, d'acheter, que de louer. En clair, je sais pas, un 4 pièces, peut-être tu le louais à Lausanne à 2500 francs, puis les intérêts et l'amortissement à la banque, tu étais à 2000 francs. Donc, tu arrivais à être moins cher. Mais c'est sûr que on est toujours tributaire de ce fameux taux d'intérêt. Et notamment, l'année passée, il y a eu une hausse des taux d'intérêt, c'est un peu la panique, donc Voilà, les gens arrêtent d'acheter. ouais. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils achètent, ils bloquent le taux d'intérêt sur 10 ans. Donc pendant 10 ans, ça ne change pas. Et puis, en fait, dans la vie, on évolue. Et souvent, les revenus d'une personne, 10 ans après, en principe, s'il a bien marché, il gagne un peu plus, quoi. Donc l'un dans l'autre, ça marche, quoi. Ok, donc tu conseilles les gens d'acheter des appartements. Alors moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ce qui est pas mal en achetant un appartement, c'est qu'on se force à faire un peu d'épargne. Parce que quand on amortit, en fait, on met de l'argent dans son appartement, puis l'appartement, il est à soi. Puis la grosse différence, c'est que quand on achète un appartement, si un jour on veut revendre, si on veut quitter, par exemple, changer, déménager, si on revend l'appartement, en principe, à moins qu'on ait acheté trop cher, mais en principe, on va faire une plus-value. D'accord? Donc, on va gagner un peu d'argent. Et puis, tu vas aussi rembourser moins à la banque parce que tu as amorti. Donc, tu ressors avec un petit pécule. Quand tu loues, tu t'en vas, c'est fini, quoi. Ce qui est loué, c'est perdu, quoi. Donc, voilà. Mais ici en Suisse, c'est compliqué de faire comme chez nous au Brésil. Par exemple, avoir 2-3 appartements à nous et puis louer ces appartements. Non, on peut aussi. Il y a plein de gens qui font ça. Il y a plein de gens, ouais. Mais parce que là, si je vais à la banque avec mon 12e pied, c'est ça? Ouais. Je peux pas prendre celui-là. Je peux prendre pour acheter le premier appartement, mais pour le deuxième, non. Non. Mais après, je dirais... Je veux juste faire un peu... non, mais ce que tu fais au Brésil, ça s'appelle investir. Donc, pour investir, il faut quand même un petit peu d'argent, quoi. Donc, en somme, il y a pas mal de gens... tu peux investir dans des actions, des obligations, dans plein de domaines. Mais il y a pas mal de gens qui, quand ils ont épargné un peu d'argent, en plus de leur appartement, ils achètent un appartement qui est intéressant à louer. Et puis, comme les taux d'intérêt de la banque sont bas, il suffit que le loyer couvre, en fait, les taux d'intérêt et l'amortissement pour qu'automatiquement, ça génère un peu de revenus, quoi. Ouais. Alors, j'ai quelques questions. Attends, oui, vas-y. Non, mais alors juste pourquoi comment on arrive à Cardis. Ouais. Alors donc, moi en 2007, j'ai été nommé directeur de la gérance de RAM, et puis j'ai dirigé la gérance et la vente. Et c'était un groupe d'à peu près 190 personnes, donc ça faisait du boulot, quoi, de s'occuper de tout ça. Et en fait, en 2013... mon cousin a souhaité vendre son groupe. Voilà. Il m'a dit, maintenant j'en ai assez, moi je veux vendre. Et moi, je lui ai proposé en fait de racheter la partie de vente que j'avais créée avec lui. Alors, on a détaché du groupe de RAM la partie vente, la société de vente, et puis on l'a rebaptisée Cardis Sotheby. Ah, ok. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la société s'appelle Cardis Sotheby. Donc, c'est issu du groupe de RAM. D'accord, là, j'ai compris. Puis ça, c'est ton nom de famille. Alors ça, en fait, oui, c'est mon nom de famille, voilà, Cardis. Enfin, et Doram, c'était le nom de ma mère, mais enfin, mon cousin souhaitait qu'on change de nom. Donc moi, j'ai mis mon nom, ça s'appelle Cardis Sotheby, et on a acheté cette société avec 3 associés, 3 amis.
Et voilà, donc je me suis re-spécialisé uniquement dans la vente et la construction. Ok. Et là, en fait, en 2013, quand on a racheté, on était 40. Et puis maintenant, on est de nouveau 100, quoi. Donc, ça a bien marché. Waouh, trop Ouais, bien. ouais. Puis, tu as déjà eu des moments difficiles pendant ces parcours. Ah, il y a eu des moments de grande solitude. Peut-être. Non, mais je dirais, la difficulté d'une agence Mhm, immobilière, c'est que on a tous les matins une feuille blanche. Je veux dire, il y a beaucoup de métiers qui ont des revenus récurrents. Par exemple, la gérance, on a des contrats avec des propriétaires d'immeubles et puis on touche un pourcentage des revenus locatifs. Donc chaque année, ça tombe. En vente, je dis toujours à mes courtiers, la vente, c'est un métier, c'est binaire. C'est on ou off. Donc en fait, voilà, on a un truc à vendre, on rencontre des clients, on discute, puis ou à un moment donné, ils achètent ou ils n'achètent pas. Mais on ne fait pas des demi-ventes, quoi. mhm. Je sais pas, il y a beaucoup de travail. Tu te lèves le matin, comme tout être humain, des fois on est en super forme, donc on fait Ouais. un super boulot. Puis des fois un peu moins bien parce qu'on a la tête Mhm. ailleurs. Nous, on est payé qu'au résultat. Dans le Wow. métier de la vente, tu es payé si tu vends. Bon, Tu ouais. as une commission. Mais si tu ne vends pas, tu n'as rien. Et puis, ça arrive souvent qu'on prend un mandat de vente, puis en fait, on n'arrive pas à le vendre. Et puis, donc, on a fait du travail pour rien. Donc, il y a des moments, on est terriblement dépendant du marché immobilier. Et il y a des moments, c'est difficile. Par exemple, quand on a fait cette faillite en 92, en un mois, le téléphone, il a arrêté de sonner. Donc, il n'y avait plus Wow. personne qui rentrait, plus personne qui achetait. Tu te dis, mais comment on va? Ouais, je vois, par exemple, on a vécu un moment compliqué pendant le Covid. Ah oui, aussi. Parce que pendant le Covid, du jour au lendemain, tout le monde à la maison, ça s'est arrêté. Mais une société de vente, il y a beaucoup de frais. Nous, on a 10 Exactement. agences en Suisse romande, avec 10 loyers, ça fait 100 salaires à payer. Donc, ça coûte. Mais si ça ne rentre pas, ça fait vite un Ouais. trou. Donc, il faut trouver des solutions, quoi. Il faut trouver des solutions. Et puis, c'était quoi les solutions? Là, c'est marrant parce que l'année en fait du Covid, qui était en fait une année où enfin, la Suisse s'est complètement arrêtée un mois, Mhm. en fait, nous, c'était une année record, quoi. C'est la meilleure Wow. année de l'histoire, enfin, de moi, mon histoire de l'immobilier. Parce qu'en fait, on a une idée. Je pense que les gens étaient à la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter d'appartement. Je vais acheter d'appartement. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, on a eu quand c'est arrivé, tout le monde était à la maison. Puis nous, moi, j'ai eu la chance d'avoir le directeur actuel de Sotheby. Donc, il y a quelqu'un Mhm. qui dirige maintenant Sotheby à ma place, qui s'appelle Luca Talaboski, qui avait, qui est un garçon qui est très, très dirigé dans la technique. Et puis, qui a installé tout le système informatique sur le cloud de Microsoft. Mhm. Donc, depuis la maison, en fait, tout le monde avait tout. Et on s'est dit, bon, on vaut rien, mais il faut qu'on trouve des idées, parce que sinon ça va disparaître, quoi. Je peux te dire, dans 10 mois, on peut fermer la porte si enfin, on met Ouais. la clé sous le paillasson. Et puis, on s'est dit, mais dans le fond, tout le monde est à la maison, dans son salon, on regarde la télé, Bookin, on regarde Netflix. Puis on s'est dit, on va faire un truc, on va aller vendre des appartements dans le salon des gens. Alors, comment on fait? Alors, on a eu l'idée, on a inventé le premier salon immobilier virtuel. Wow. Alors, en fait, on s'est dit, bon, on va aller faire des vidéos, des trucs à vendre, Mhm. tout un peu dynamique. Et puis, présenter ça. Et puis, on a fait un programme pour que les gens puissent se connecter, puis comme s'ils allaient habiter à Jardin, Mhm. quoi. Et après, moi, j'ai appelé tous mes concurrents qui avaient des immeubles en construction, des appartements en construction. Et puis, je leur ai dit, mais vous vendez rien? Il me dit, bah non, parce que les courtiers sont à la maison. Je dis, mais nous, on va faire un salon virtuel. Alors, donnez-moi à vendre, parce que moi, je vais avec votre produit, j'ai chez les gens. Puis, en fait, on a recueilli presque toutes les promotions de la région. Et puis, on a fait notre salon virtuel, qui a bien marché. Top. Et puis, surtout, je dirais en finale, la première crise du Covid, c'était à peu près 2 mois, puis les gens sont ressortis. Et là, en fait,
on a remarqué que le fait que les gens restent 2 mois à la maison, ils ont donné, tout à coup, tout le monde a donné beaucoup d'importance à son logement. Exactement. Ils se sont dit, bon, ben, je préfère partir un peu moins en vacances, mais avoir un bien appartement chez plus moi. grand, ou un Voilà. jardin, ou je sais pas, une résidence secondaire. En fait, et quand on est sorti du Covid, il y a eu une demande incroyable d'immobilier. Puis nous, on avait plein de trucs à vendre, donc ça a bien marché. C'est trop bien. Waouh. Et attends, j'ai quelques questions à te poser parce que j'ai demandé à plein de collègues de Ok. travail aujourd'hui. Je dis, qu'est-ce que je peux demander à Philippe? Ça existe des clients chiants, qu'on dit? Compliqués? Compliqués. Chiant, on dit pas. Compliqués. L'immobilier, on traite avec, nos congénères, êtres humains. Donc, Oui, tout le temps, il y a des gens compliqués. dans la vie, il y a des gens simples, il y a des gens plus compliqués, quoi. Donc, mais je pense que, bon, nous, on est quand même on a un métier de service. Donc, le client a raison, toujours raison, même quand il a tort, il a raison, quoi. Voilà, quoi. C'est un peu notre Juste devise. que tu arrives à vendre, puis après, c'est bon. Non, parce qu'il faut... En fait, c'est un accompagnement, la vente. Okay. Donc, par exemple, quand on vend des appartements qu'on construit, des appartements neufs, on les vend souvent avant qu'ils soient construits. Donc, on doit accompagner le client dans tout le processus après de construction. Donc, alors là, ça arrive dans des clients compliqués, mais il faut faire avec, quoi. Ouais, et puis, il y a une stratégie de vente. Bon, tu viens de dire avant que c'était plutôt écouter que parler. Ouais. Ça, c'est la plus comment dire, puissante stratégie de vente. Ouais. OK, donc ça c'est bien. J'ai appris aussi quelque chose. Et ta plus grande réussite, tu vois, mais tu as déjà viens de raconter là aussi pendant le Covid. Ouais, ça c'était un truc super. Mais disons, oui, il y a dans tout, nous on a, en fait, moi depuis que je fais de l'immobilier, je me suis dit, je vends de tout. Donc que ça soit un appartement marché, un château, un immeuble, un terrain, je vends de tout. Et puis en fait, suivant, ça fait maintenant quand même presque 40 ans que je fais ce métier, donc il y a toujours des produits qui marchent mieux que d'autres. Et puis je crois que le fait d'être très complémentaire, ça nous a permis de passer un peu toutes les crises, puis toutes les difficultés, quoi. Ouais. Donc, et dans chaque segment, c'est sûr, il y a à chaque fois des stratégies, quoi. Mais ça veut dire que, par exemple, je veux acheter un chalet, mais si tu n'as pas un chalet, donc tu vas chercher un chalet pour me vendre, c'est comme ça? Et tu vas renouveler le... Ben, aujourd'hui, on travaille énormément en réseau, on se connaît les uns les autres, on se partage les dossiers, donc en fait... je dirais qu'il y a deux types de ventes. Les ventes de haut de gamme, les ventes chères, ou les ventes de résidence secondaire. Souvent, le client, s'il aime bien un client, un courtier, c'est le courtier qui va lui trouver l'objet, même s'il ne l'a pas lui. D'accord ? Par exemple, aujourd'hui, dans les biens de luxe, nous, on a un nom avec Sotheby qui donne confiance. Donc, la plupart des clients qui ont un truc cher à vendre viennent chez nous pour vendre en Suisse romande. Et puis nous, on a passé des accords avec tous les gens qui font de la vente de haut de gamme. Donc même des courtiers indépendants, ils peuvent venir se servir des objets qu'on a chez nous pour leur vendre à leurs clients. Donc on a créé ce réseau autour de nous, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu as un bien de luxe, ben, les gens pensent à Cardis Sotheby parce qu'on a les clients. Que ça soit, nous, en fait, aujourd'hui, dans la boîte, on est 55 courtiers, donc ça fait quand même du monde, 10 agences immobilières, plus tout le réseau de ces revendeurs. Alors ça, par exemple, c'est pour le luxe. Ou par exemple, tu me parlais de stratégie, quand tu construis du neuf, ben, quand tu construis du neuf, il y a un moment clé, en fait, on vend sur plan. C'est-à-dire qu'on essaie de vendre avant d'avoir construit. Quand le projet est prêt, on met en vente, même s'il n'y a rien. Puis aujourd'hui, avec toutes les techniques modernes, on arrive à visualiser, tu arrives à voir ce que c'est. Tu fais des vidéos intérieures, les gens ils ont des lunettes, ils se baladent dans l'appartement. En fait, ils sont sur le terrain, c'est comme s'ils étaient... déjà dans l'appartement. Dans l'appartement. Par exemple, souvent quand on a... Parce que bon, autour du lac, il y a souvent la vue sur le lac. Nous, on installe des tours de vue
à chaque étage. Puis si le gars, il l'achète tout le temps, il me dit, c'est comme on l'a vu, ben, il monte, puis ouais, ben, elle est comme ça, la vue. Donc, en fait, il y a plein de techniques de vente. Et notamment, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que quand un nouveau projet vient sur le marché ou un nouvel appartement vient sur le marché, c'est un produit neuf. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui cherchent, ils sont sur tous les sites internet, puis ils sont curieux de voir. Ouais. Et en fait, c'est comme quand le nouvel iPhone sort. Tout le monde veut acheter. Tout le monde le veut. Tout le monde le veut. Et tu vas aller vers le revendeur, tu vas lui dire, mais réserve-moi avant les autres. Mais tu ne vas pas lui dire, tu me le réserves, puis tu me fais 10% de rabais. Non. D'accord. Par contre, si tu dis, maintenant, je veux un iPhone, mais je vais acheter l'iPhone 4, tu vas négocier. Tu Ouais. dis, attends, vieux machin, je ne veux pas le payer au prix plein. Toi. Ben, l'immobilier, c'est pareil. L'immobilier, une des clés de la vente immobilière, c'est quand on met un objet sur le marché, il ne faut pas se tromper sur le prix. Parce que si tu le mets trop cher, les gens vont regarder, ils vont analyser, ils vont dire, j'achète pas parce que c'est trop cher. Puis si un bien immobilier aujourd'hui reste longtemps sur les sites, tout le monde l'a vu. Puis après, il dit, ah non, mais c'est le truc qui est trop cher. Donc après, la seule manière de vendre, c'est baisser le prix, et baisser le prix, et baisser le prix. Par contre, si tu mets au prix juste, tout le monde le veut, et tu le vends très vite. Donc une des magies de la vente immobilière, si tu fais bien ton métier, ça se vend vite. Mais il y a plein de techniques pour connaître les prix. Voilà. Et tout l'art de notre métier, il est là-dedans, quoi. Wow. Parce qu'il faut, comme tu viens de dire, il faut connaître le prix pour avoir aussi comment dire, ton salaire, en fait. Oui, mais si tu veux, le prix d'un bien immobilier, bah, tu dois le vendre au prix... le prix du marché, c'est quoi? C'est le prix où les gens sont prêts à payer. D'accord? Donc, il y a une expertise. Mais après, personne ne te dit à quel prix tu peux le vendre à n'importe quel prix, un appartement. Mais si tu le vends trop cher, il ne va pas se vendre. Ouais. Et un objet qui ne se vend pas, rapidement, il est une espèce de légende. On peut dire, il ne faut pas acheter ce truc, c'est trop cher. Puis du coup, cet objet qui ne s'est pas vendu, c'est plus l'iPhone 16, ça va devenir l'iPhone 4. C'est comme une femme célibataire. Puisqu'elle est célibataire, elle ne trouve pas un copain. Oh, voilà. Non, mais j'entends à un moment donné, les gens se disent, ah, mais cet objet, je l'ai repéré. Il va baisser de prix. Puis quand il sera vraiment bon marché, je l'achèterai. Donc en fait, cet objet, si tu le vends trop cher, pour finir, ça devient un objet de deuxième main que tu vas vendre, mais à la casse. Puis un objet neuf qui est au bon prix, les gens vont se l'arracher. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques de vente. Ouais. Tu as déjà eu ces clients riches, très riches, qui a des idées folles dans la tête, qui veut un appartement complètement, tu vois, un peu... Bah, disons, nous, dans le secteur où on est, on a vu, c'est clair que dans le marché du super luxe, il y a des trucs un peu fous des fois. C'est quoi le truc plus fou que tu as déjà fait? Moi, je sais pas, il y a des gens qui achètent des trucs une fortune, ils vont 2 fois dedans, puis ils leur vendent, parce qu'ils n'aiment pas. Non, Wow, il y a des... On a vu des trucs assez incroyables, quoi. Assez incroyables. Parce qu'en Suisse, je pense que les gens ils sont plus raisonnables, sont plus calmes, je pense. Hein? Parce que si tu vas, une fois, quand j'habitais à Hawaï, j'ai vu une maison qui avait même 2 vagues dedans. Ouais. Tu vois, il y a des choses avec des éléphants énormes en marbre, je ne sais pas comment on appelle ça. En marbre. Ouais. Et puis en Suisse, on n'a pas beaucoup de ça. Non. C'est pas trop la demande. Bon, mais il y a, le gros de notre activité, c'est du marché traditionnel, où tout est bien rationnel. Où, en fait, c'est très rationnel parce que comme ça demande un financement, ça passe par la banque. Puis le banquier, il sait calculer. Hein, donc, ça, on est dans les standards. Mais c'est clair que dans le marché d'haut de gamme, tu vois des trucs incroyables passer. Tu as déjà eu des personnes qui achètent comme ça cash, ils ne passent même pas par la banque, ça existe rare. Oui, il y en a, il y en a. Mais après, mais par exemple, j'ai une jolie anecdote sur le pouvoir de la marque Sotheby. Je me rappelle, c'était en 2010, j'ai un copain qui est un prince italien. Il vient me voir, et puis j'ai fait mes études avec lui. Il me dit, ah, écoute, je veux vendre ma maison à Capri. Je dis, Capri. Capri, c'est fini. je savais que Capri, c'était une île au large de Naples. Puis je dis, mais écoute, moi, je connais rien à Capri.
je suis pas, faut pas là, c'est pas, je suis pas le bon interlocuteur. Non, 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 je veux que ça soit toi. Bon, il a tellement insisté. J'avais un copain qui avait une agence à Naples. Puis je dis, va regarder à Capri cette maison, dis-moi ce que t'en penses. Puis 3 jours après, il me rappelle, mais il me dit, mais dis donc, cette maison est magnifique, c'est une des plus belles maisons de Capri. Et puis je lui demande comment ça vaut, quoi. Puis il me donne un prix plus élevé que ce que mon copain avait dit. Puis je dis, mais t'es sûr, ça vaut ce prix-là? Il me dit, non, mais je connais le marché, j'ai des clients, tout. Je dis, bon, super. J'appelle mon copain, je lui dis, écoute, ok, je prends le mandat. Donc il nous donne un mandat exclusif. Et puis je lui fais une brochure Sotheby, Cardis Sotheby. Et puis, une fois que c'est fait, j'appelle après mon correspondant à Naples. Je dis, maintenant, bon, ben, j'ai le mandat, mais trouve-moi des clients, moi, j'ai personne. Et 10 jours après, le prince italien m'appelle, puis il me dit, je te paye où ta commission? Puis je dis, mais quelle commission? Ah, mais elle est vendue, la maison. Je dis, mais comment elle est vendue? Puis en fait, l'histoire, après j'ai compris, le voisin est venu le voir, lui a fait une offre. Il est venu me voir en me demandant comment je pensais que ça valait. Nous, on a fait une expertise avec nos connaissances, avec notamment ce contact, puis en fait, on a mis un prix de vente qui était le prix de vente du marché, qui est plus haut que ce que le voisin voulait. Et du coup, ben, le voisin, il a acheté à notre prix. Donc, mon copain, il était tout content d'avoir utilisé Sotheby. Waouh! Voilà. Pas mal, bien. Donc, ça, c'était une petite anecdote, quoi. C'est trop bien. Cette manière, non, c'est pas cette idée que tu as tout le temps, une idée qui vient, d'où ça vient? Depuis petit, je pense, quand tu étais tout jeune déjà, là, l'idée de homme d'affaires. Mais je sais pas, je crois que, tu sais, moi, Tu fais beaucoup de sport? On va pas, ouais, je fais beaucoup de sport. Mais on va pas tout mélanger. Mais moi, j'ai rencontré il y a quelques années Dieu. Et je pense que ça vient de là-haut, quoi. Ça vient de là-haut. Je suis convaincu maintenant. Ok. Et je pense que ben, Dieu a un don pour chacun de ses enfants. Et puis moi, je pense que il m'a donné ce don de piger un peu comment marchent ces marchés et de faire. Parce que là j'ai une anecdote incroyable. Une fois, j'ai fait une affaire immobilière, une construction, et tout était improbable. C'est-à-dire que, en fait, j'ai négocié une affaire, je te jure, j'ai utilisé des mots et des arguments qui sortaient de ma bouche. C'est un truc incroyable, quoi. Et j'avais 3 associés, et ils me disaient, mais t'es malade, faut pas dire ça au vendeur. Je disais, laisse faire, c'est Dieu qui parle. Et ils me disaient, mais puis ils sont pas croyants. Ouais. Il est fou, lui. Et en fait, on a réussi à acheter une magnifique opération à Nyon, et ça s'est déroulé, mais comme du papier à musique. La construction, la vente, on a fait un bénéfice de dingue. C'était un truc, l'immeuble était parfait, on n'a pas eu de problème. Et j'ai la conviction que j'ai été aidé. Wow. Et d'ailleurs, à la fin, je leur ai dit, ben, je pense qu'il faut marquer le coup. Parce que j'ai vraiment été aidé. Et je leur ai dit, maintenant, le 10% du bénéfice, on va le donner à l'église. Ils m'ont dit, mais t'es malade. J'ai dit, écoutez, c'est moi qui ai bossé. Je sais que ça vient de là-haut. Et on l'a fait, en fait. Et puis, normalement, c'est écrit dans la Bible, plus que quand tu donnes tes 10%, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Comment? La dîme. La dîme? Dîme. Dîme. D-I-M-E. Ah, la dîme, on est toujours aidé aussi. Ben, je vais plus dire, qu'on donne, plus on recevra. C'est pour ça que je pense que... Parce que moi, je ne me suis jamais planté, quoi. Donc, je pense que je suis aidé. Mais ça fait combien de temps que tu crois? Ça est venu comment? Depuis petit que tu vas à l'église? Non, pas du tout. Non, ouais, bon, j'étais à l'église comme bon protestant. J'ai fait la confirmation à 16 ans pour recevoir les cadeaux. Mais en fait, comme la plupart du monde, des gens. Non, mais en fait, j'étais comme la plupart des Suisses. J'étais pas athée, mais je m'en foutais un peu des affaires de Dieu. Quoi. Puis là, depuis quelques années, grâce à mon épouse, j'ai voilà, j'allais dire, parce que vu parce comme que nous, on est trop croyantes. Ouais. Vous êtes beaucoup plus spirituel que nous. Ça m'a donné l'occasion d'un peu mieux
connaître, lire la Bible, et puis petit à petit, voilà, quoi, d'être... T'as une foi qui se renforce, puis maintenant, bah, j'ai la conviction que c'est ça, quoi. Ouais. J'ai un collègue au travail, il ne croit pas du tout en Dieu. Et puis, il dit souvent, Mary, Dieu, peut-être, ça existe, ton Dieu, il existe, mais c'est noir sur blanc. Si je travaille, je dois le faire. Et puis, c'est ça, c'est l'argent qui commande tout dans notre vie. Si j'ai l'argent, tout va bien. Si je n'ai pas d'argent, il n'y a rien qui va. Et puis, dans ta vie, tu as déjà eu des moments que tu avais beaucoup d'argent, mais tu avais ce sentiment encore, je sais pas, de tristesse, je sais pas, ou bien non. Ben, disons, c'est un peu le problème d'éducation qu'on reçoit en Suisse, quoi. En Suisse, tout tourne beaucoup autour de l'argent et de la réussite. Voilà, exactement. Et puis, on est beaucoup éduqué pour entreprendre, réussir. Et puis, en fait, quand on est plus jeune, on se dit, le jour où j'aurai des sous, j'aurai tout, quoi. Je saurais... Et puis, en fait, bah, tu te rends compte que... Bah, que tu sois riche ou pas très riche, bah, il y a un moment dans la vie, avec le recul, tu te rends compte que l'argent, bah, c'est un moyen, quoi. L'argent, c'est un truc qui te permet d'accéder à certaines choses. Oui, mais quand on n'a pas aussi, c'est difficile. Non, oui, mais c'est pas ça qui va remplir ta vie, quoi. Je pense qu'il y a... En fait, la course à l'argent nous amène à travailler comme des dingues. D'ailleurs, les Suisses, c'est des travailleurs de fou. Tu me diras, c'est aussi pour ça que ça marche. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire, mais c'est pour ça que ça marche. Mais j'entends, je pense que pour que ça marche, il faut bosser, mais il faut bosser juste. Exactement. Puis pour bosser juste, il faut être heureux. Puis pour être heureux, il faut être équilibré. Puis pour être équilibré, il faut être quand même accompagné. Et puis je pense que bah, Dieu te permet d'avoir beaucoup plus d'équilibre dans ta vie. Moi, j'ai eu une période de ma vie où j'étais trop concentré sur le boulot. Alors c'est clair, ça a marché financièrement. Mais après, j'ai quand même divorcé 2 fois, donc c'était pas idéal non plus, quoi. Ok. Il y a vraiment un équilibre à trouver. Et puis maintenant, tu penses que tu as trouvé cet équilibre? Je le cherche, et j'essaie de l'avoir de plus en plus. Mais je pense que le plus important, c'est que moi, j'ai une époque de ma vie où je pensais que j'étais le champion du monde, quoi. Puis quand tu penses ça, tu deviens un peu arrogant et con. Arrogant et con, ok. Et puis souvent, après, tu fais des bêtises, quoi. Et je pense que quand tu as compris que ça vient de là-haut, tu restes un peu plus à ta place, quoi. Ok. Ouais. Au moins, tu as compris. Ouais. Et puis maintenant, tu es au Brésil. Et puis, tu as laissé ta place pour qui? Ou bien tu as toujours ta compagnie Cadiz? Alors en fait, j'ai toujours... j'avais engagé, quand j'ai repris la direction de la gérance en 2007, j'avais engagé un jeune homme qui était mon CFO, donc qui s'occupait de tous les comptes. Et puis, c'était quoi les conséquences? Pas les conséquences, c'est quoi qu'il devait faire pour que tu donnes, lui, ses... En fait, donc lui, il était toute la partie financière de la boîte. Puis quand on a racheté Cardis, il a racheté avec moi. Ah, ok. Puis après, comme on était très peu, je lui ai dit, mais écoute... Il croit en Dieu? Non, mais je lui ai fait lire Salomon, parce que je pense que tout le chapitre de Salomon, c'est très d'actualité. Ah, ok. Je vais lire ça. Et en fait, il est fribourgeois, donc je lui dirige l'agence de Fribourg. Puis en fait, ça s'est révélé un très bon homme d'affaires qui a une très bonne sensibilité commerciale. Et il y a quelques années, je m'étais dit, je devrais un peu lever le pied, plus m'occuper de la famille, puis prendre un peu de bon temps. Et j'ai cherché un remplaçant. Alors, j'ai pris plein de gens avec des CV longs comme ça, hein, qui avaient toutes les qualités, et je trouvais pas. Puis lui, il me disait toujours, mais moi je pourrais. Puis je disais, mais toi, t'es comptable. Non, pas toi. Puis un jour, il a tellement insisté, et je me suis dit, mais il a vraiment faim, ce gars. Et avec un de mes partenaires, je dis, mais pourquoi on lui donne pas sa chance? Puis en fait, on l'a nommé CIO, puis on a dirigé les deux la boîte pendant une année. Puis après, il m'a dit, écoute, si tu veux vraiment que je dirige, il faut que tu te tires au Brésil parce que tu prends trop de place, quoi.
Et puis en fait, ça tombait bien parce que c'était l'année du Covid, là. Donc on est parti avec Millénaire vivre 6 mois au Brésil. Et puis il a vraiment pris ses ailes. Et puis aujourd'hui, il a un autre style, mais il est... Tu regrettes pas de ton choix? Non, non, pas du tout, il est brillant. Et puis moi, je fais plus de la stratégie, quoi. Et je m'occupe encore de la construction. Ah, ok. Mais tu fais ça parce que t'aimes. J'adore ça. Et moi, Wow. j'attends. Moi, j'ai la chance De travailler avec cela que t'aimes. Non, j'ai jamais travaillé, j'ai joué dans ma vie. Parce Moi, que tu avais lu, attends, il y a quelque chose que tu avais, rien de grand ne s'accomplit sans passion. voilà. Ça, c'est ta phrase. Ouais. Ben, en fait, moi, ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que je pense qu'un être humain, s'il fait quelque chose sans plaisir, il ne le fait pas bien. Et s'il a du plaisir, bah, tout à coup, c'est comme s'il avait un cerveau 10 fois mieux fait. C'est-à-dire que quand tu fais une activité qui t'embête, t'es pas bon. Ouais. Puis quand tu fais un truc qui te passionne, bah, les idées, elles viennent. Et puis, moi, je me rappelle l'expérience que j'ai faite quand j'ai travaillé à la banque pendant une année. J'arrive à 8 heures à la banque, puis à 9 heures, je regardais ma montre. Je me disais 9 heures, oh là là, puis je finis ça à 5 quoi la heures. pause? Oh, je me disais, mais ça va être long, ça va être long. Puis c'était horrible. Puis je me disais, mais c'est horrible le travail. Je faisais un truc qui ne m'intéressait pas. J'ai aucune passion. Et en fait, j'ai aussi remarqué, parce que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, j'aime beaucoup le sport, puis j'ai fait beaucoup de compétitions quand j'étais jeune. Puis en fait, j'étais tellement passionné par ces compétitions de voile que je m'entraînais comme un malade. Puis s'entraîner, des fois, c'est un peu chiant, quoi. Aller à la salle de fitness, courir, tout, c'est pas... Mais l'envie de performer en régate, l'envie de ça, ben, en fait, ça me donnait la force de faire tous ces entraînements. Puis, en fait, ça tout devenait du plaisir, quoi. Et le plaisir enchaîne le plaisir. Et moi, j'ai eu la chance dans mon travail, quand je suis rentré dans l'immobilier, ben, je suis entré par chance. Mais en fait, j'ai adoré ce boulot. Et j'allais tous les matins, je partais, mais... Alors, bon, moi, je suis un peu en Suisse, des fois, je râle aussi. Hein. Alors, C'est normal. je râle parce que je suis là. Mais dans le fond, j'ai toujours un énorme plaisir à faire mon travail, quoi. J'ai un grand plaisir de faire mon podcast. Tout le monde qui vient ici, wow, aujourd'hui, je fais normalement les dimanches en portugais, maintenant je commence en français. Mais comment je peux vendre mon podcast? Ça, c'est un produit ou non? Ça, c'est pas un produit. Je connais rien, moi, dans les podcasts, mais je pense que, je sais pas, j'imagine que si tu as plein de public, après, une page de publicité. Je sais pas comment ça marche, mais il faut te renseigner. Je veux dire, t'es pas la première au monde à faire des podcasts. Non. Donc, regarde un peu les modèles. Parce qu'aujourd'hui, on trouve tout. Va sur Internet, regarde les modèles, comment financer des podcasts. Je suis sûr qu'il y a plein de solutions, quoi. Ah, les idées qui Ah, viennent ben comme ça. Ouais. Ok, on est bientôt à la fin parce que bientôt tu vas manger avec ton collègue dans quelques minutes. Et puis, recommande-nous un livre, un bouquin que tu aimes lire. Ou bien tu n'aimes pas lire. Il y a, attends, voir, il y a un bouquin que j'ai adoré et qui m'a énormément aidé. Il aurait dû m'aider dans toute ma vie, mais je l'ai pris beaucoup. J'étais à une époque où je bossais beaucoup. Ça s'appelle L'homme le plus riche du monde. L'homme... Ah, je pense que j'ai ça, mais je vais même noter. Et je ne me rappelle plus quel est l'auteur, mais en fait, c'est un parallèle. C'est un gars qui décortique tout le chapitre de la Bible de Salomon. Parce qu'il parle de Salomon. Et puis, en fait, si on lit Salomon, ben, en fait, il y a énormément, il y a que des conseils dans Salomon. L'homme le plus sage du monde, donc c'est vraiment, c'est très d'actualité. Et puis, là, il a écrit un livre, je ne me rappelle plus quel est l'auteur, où en fait, il fait des parallèles avec la vie d'aujourd'hui, avec des gens à succès d'aujourd'hui et tout. Et ben, c'est marrant parce que souvent, quand je engage un directeur, je dis lis L'homme le plus riche, ça va t'aider. Je vais commencer à lire aussi. C'est le prochain bouquin, ça va être ça. Non, mais c'est marrant parce que en fait, c'est un livre qui est rempli de sagesse et ça ne tourne pas qu'autour de l'argent. Ça tourne en fait la réussite de sa vie, qui est ben, la réussite financière, c'est une partie. Mais c'est pas tout exactement. Ah non, c'est pas tout, non, pas du tout. Et puis, j'avais encore une question. Comment tu cherches des employeurs? Par exemple, pour travailler... Pour travailler dans Cardis. Qu'est-ce qu'ils doivent... La passion, je pense, qu'on vient de dire.
un gros débat qu'on a actuellement. Et pour moi, le plus important, c'est pas la formation, c'est pas l'éducation. Pour moi, c'est les qualités humaines de la personne. Parce qu'en fait, l'immobilier, c'est compliqué, mais ça s'apprend. Par contre, ce talent de négociateur, parce qu'en fait, il faut être bosseur, il faut être très honnête, parce que c'est un métier où on est souvent dévié, hein, il y a trop d'argent, quoi, donc l'argent pourrit. Et puis, il faut avoir ce sens de la négociation. Et il faut aimer le challenge. Est-ce qu'on apprend ces sens de négociation? On se perfectionne, mais moi j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont, puis il y a des gens qui n'ont pas. Okay. Donc en fait, ça m'intéresse plus d'avoir quelqu'un qui a ses qualités, mais qui connaît mal l'immobilier, qu'un expert en immobilier, mais qui ne sait pas vendre, quoi. Et en fait, chez Cardis, on a développé, ça s'appelle la Cardis Academy. Donc on prend des jeunes talents, des gens qu'on pense que ça vaut bien fait, qui ont envie de ce métier, et puis on les forme. Donc on ne va pas tellement chercher à la concurrence, à débaucher, tout. On va plutôt prendre des jeunes. Et on a un système chez nous, en fait, lorsqu'un jeune arrive, souvent il travaille en binôme avec un plus âgé. Et puis ça fait de l'auto-formation. C'est-à-dire que le courtier expérimenté va apprendre un peu le métier au plus jeune. Puis il y a peut-être certaines tâches du métier que le courtier expérimenté a plus envie de faire, certaines visites et tout. Puis ils se partagent le boulot. Et puis ça permet d'auto-former. Donc c'est pour ça qu'on arrive à trouver vraiment des employés de qualité, quoi. Et puis ces jeunes, quelle formation ils doivent avoir de base déjà avant de rentrer chez vous? Parce que tu viens de dire c'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Aujourd'hui, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui n'ont aucune formation. Il y a des gens, je sais pas, qui ont fait HEC. Il y a des gens qui ont fait l'école hôtelière. C'est un peu de tout. Okay. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'état d'esprit, quoi. Parce que nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans un métier où il y a pas mal de pression parce que c'est un métier qui est binaire, quoi. Tu réussis ou tu loupes. Il y a des courtiers, ils travaillent 2 mois, puis ils font plein de visites, puis ils vendent rien. Donc, ils ne gagnent pas d'argent, quoi. Donc, il y a toujours un peu de pression. Et il y a des gens, des êtres humains qui sont motivés par cette pression, on peut aussi appeler un peu stress. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont complètement désarmées par le stress, qui perdent leurs moyens. Ouais. Donc, c'est pour ça que, disons, dans notre métier en particulier, maintenant avec l'expérience, on sait quel genre de personnes chercher, quoi. Comment gérer le stress? Est-ce que tu as Je pense que tu as déjà eu beaucoup de stress. Écoute, je sais pas, parce que moi, personnellement, le stress me motive. Ah. Et puis quand j'ai rien à faire, c'est là où je stresse. Tu n'es pas stressé. Mais bon, voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Puis comment gérer le stress? Il y a une manière de gérer le stress, c'est bosser. Ça veut dire que souvent, on se met en stress quand on ne sait pas. Puis on a peur d'être mis en défaut. Donc en définitive, si on bosse plus, on a plus d'expérience. Moi, je ne sais pas, aujourd'hui, avec toutes ces années dans l'immobilier, il n'y a pas grand-chose qui me stresse dans l'immobilier parce que j'ai un peu vécu tous les cas de figure. Donc, il y a un cas de figure, il dit, ah ouais, c'est embêtant, mais c'est le problème X que j'ai déjà vécu. Donc, ça ne génère pas trop de stress. Mais c'est clair que les débuts, moi, je me rappelle à mes débuts, avec tous ces emprunts bancaires, avec tous ces points d'interrogation, j'étais moins stressé, quoi. Puis maintenant, un peu moins. Donc, je dirais que après, il y a des stress dans tous les côtés de sa vie, mais dans le côté professionnel, une des manières d'un peu mieux maîtriser le stress, c'est d'améliorer ses connaissances, quoi. Super. Voilà. Bon, tout le monde, ça c'était notre podcast. J'aurais encore quelques questions par rapport à l'investissement dans l'immobilier. Est-ce que ça, c'est un bon choix d'investir dans l'immobilier? Je pense que c'est un bon choix. C'est un bon choix à long terme. Puis ça dépend beaucoup des pays. Mais je pense qu'en Suisse, l'immobilier il augmente inexorablement, quoi. Okay. Donc, je dirais que pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, la clé, c'est de bien acheter. Il faut acheter juste.
Et comment acheter juste? Ben, il faut, aujourd'hui, je pense n'importe qui achète, c'est pas très compliqué de comparer. Il y a tellement d'infos sur Internet, de sites immobiliers. Il faut aller regarder. Tu t'intéresses à un appart, va comparer par rapport aux autres, discute autour de toi. Après, tu vas petit à petit, quelqu'un qui s'intéresse à l'immobilier, il va se faire sa propre opinion. Et puis, si c'est manifestement trop cher, ben, il ne faut pas acheter. Puis après, bien acheter, c'est aussi prendre beaucoup d'informations. Par exemple, l'immobilier, comme le dit le mot lui-même, l'immobilier, c'est immobile. Une maison, elle ne peut pas bouger. Et dans un quartier, puis elle ne va jamais changer. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des villes, par exemple la Bienne, il y a des bons quartiers, des mauvais quartiers. Alors, des fois, c'est justifié, parce que, je sais pas, il y a la gare à côté, ou bien tu es au bord du lac. Puis il y a des fois, on ne sait pas, une rue, elle marche, parce que c'est comme ça. Puis une rue, elle ne marche pas, parce qu'elle n'a jamais marché. Et puis, il y a des éléments subjectifs qui ne sont pas toujours évidents à définir. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments pour se dire, ben, ok, c'est un bon achat, j'y vais. Voilà. Wow, super. Ouais. Bon, mais merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir, C'était Mary. trop bien. J'espère Hein? que dans le futur, tu arrives à venir encore une fois parler parce que j'aurai encore sûrement plein de questions. Dans l'un On de mes voit- périples en Suisse, je viens volontiers. On C'était voit très que tu es sympa. content qu'on parle vraiment de mobilier. Est-ce que tu achètes aussi d'appartements au Brésil maintenant? Alors, en fait, on fait des choses pour nous, Ah, ok. mais pour le moment, non, j'investis pas au Brésil, pas pour le moment. J'investis dans des projets, on a envie de faire un petit hôtel de haut de gamme, on a envie de faire un resto, on va faire une maison pour nous, et puis après peut-être que... Mais c'est comme tout, je crois que pour réussir, il faut comprendre les règles de là où on habite. En Suisse, j'ai compris les règles. En Brésil, j'apprends. Ok. Et quand j'aurai compris, peut-être je ferai. Mais pour le moment, j'observe. Voilà. Ok. Alors, pour finir, si tu pouvais passer un message pour les jeunes immobiliers qui commencent dans le métier que tu as maintenant, que tu comprends beaucoup, quel message, ça on dit message, tu pourrais donner à ces jeunes immobiliers? Ben, je dirais, le conseil le plus général, la valeur première de la société Cardis, c'est le plaisir. Il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, il ne faut pas aller dans l'immobilier parce que j'ai entendu parler qu'on gagne beaucoup d'argent. Voilà. Et la deuxième chose, il ne faut pas courir après l'argent. Il faut bien bosser, et si on bosse bien, l'argent arrive. Mais toutes les personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je vais dans l'immobilier parce qu'on gagne beaucoup d'argent ». Ils ne réussissent pas, ces gens-là. Donc d'abord, il faut aimer, et tout le monde n'aime pas. Et si tu fais de la vente, il faut aimer la pression, tout le monde n'aime pas. Et puis après, il faut faire un bon boulot. Et s'il y a un bon boulot, après, l'argent, il arrive. Donc, je trouve que d'une manière générale, moi, c'est en tout cas ce que je dis à mes enfants, la chose la plus principale, faites ce que vous aimez. Et elles sont aussi dans l'immobilier. Ben écoute, il y en a une qui va commencer dans la boîte, là, qui est ingénieur, qui est en ligne, et puis l'autre qui est littéraire, qui est totalement dans un autre domaine. Mais regarde, toi, on voit que tu as du plaisir à faire ton podcast, donc tu le fais bien. Hein? Mais si chaque fois que tu avais quelqu'un pour le faire, tu dis « Oh, encore le podcast », ça irait pas, tu n'aurais pas la banane comme ta maintenant, tu souris tout le temps. Parce que j'aime écouter, ben voilà. c'est tellement riche, ça me donne des valeurs, ça. Voilà. Le conseil que je peux donner, si quelqu'un a envie de faire l'immobilier, c'est parce qu'il aime ça, il aime la pierre, il aime les maisons, il s'intéresse, et puis qu'il a du plaisir à faire ce métier. Et s'il a ça, ben, ça marchera. Voilà. Super. Il va venir te contacter. Très bien. Comment s'appelle ton site d'internet? Bon, c'est cardis.ch. Alors, si vous avez, voilà. si tu as l'envie d'être un agent immobilier, mais envie vraiment la passion, il faut aller là-bas avec ces jeunes là-bas. Et d'ailleurs, on a des agences partout. On a des agences à Neuchâtel. On hésite peut-être à ouvrir à Bienne, peut-être une fois. Comme ça, je viens travailler après. Voilà, c'est super. J'aurai un nouveau travail. Bon, merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Mary. Mouah, bisous. Merci. Et bye bye. puis, à bientôt. Ciao. Ça a été